Une bouffée d'oxygène, 330 nouveaux bus pour la société des transports Transco, un ouf de soulagement pour les usagers des transports en commun de Kinshasa et du Congo profond. Le chef de l'État a procédé aujourd'hui à la remise officielle de ces véhicules. Nouveau monde, nouvelle radio, évaluation, inauguration et connexion. C'est les thèmes que le monde s'est choisi pour célébrer aujourd'hui la journée de la radio. Les développements de ces titres, c'est dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Les usagers du transport en commun peuvent aujourd'hui pousser un ouf de soulagement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis officiellement 330 bus neufs à la Société des transports en commun Transco pour permettre aux Kinois et aux Congolais vivant dans d'autres provinces de circuler dans de bonnes conditions. Les détails dans ces reportages de Blandine Zofo. Le transport en commun dans la capitale, un casse-tête pour les habitants de Kinshasa. Dans le souci de pallier à l'insuffisance des bus en circulation depuis 2013, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le truchement du gouvernement, a fait la commande de 440 bus supplémentaires. Des engins roulants flambant neufs qui vont à coup sûr soulager la souffrance des habitants des trois principales provinces bénéficiaires, à savoir Kinshasa, le Congo central et l'ex-Grand Bandundu. Ces bus ont une capacité d'accueil de 50 places assises. Véritable bouffée d'oxygène pour Kinshasa, troisième grande ville d'Afrique sur le plan démographique, après Lagos et Caire, capitale d'Égypte. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la ville de Kinshasa a remercié le chef de l'État au nom des Kinoises et Kinois. Le DG de Transco, bénéficiaire de cette nouvelle dotation, a salué la vision sociale et économique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, à travers cette acquisition, vient de sauver le transport collectif à Kinshasa, autrefois marqué par la vétusté de son charroi. Devant les Kinois venus nombreux acclamer celui qu'ils appellent affectueusement Fachi Béton, le président de la République a saisi l'opportunité et lancé la mise en circulation de ce premier lot de 330 bus. Le premier d'entre les Congolais a pris place à bord d'un engin pour s'assurer de sa fiabilité. Le renforcement du charroi automobile de Transco, principale société qui a remplacé en 2013 les trois précédentes, Sotraz, City Train et Stuc, va alléger la peine de la population habituée à se déplacer grâce à ces bus à un coût abordable, même pour des longs trajets. Côté données techniques, retenez que les nouveaux bus Transco sont tropicalisés et répondent aux exigences de la topographie des villes congolaises. Ils sont équipés d'un châssis solide d'alliage métallique avec une puissance moteur de 260 chevaux et capable de tenir longtemps. Les Kinois sont donc appelés au civisme pour la protection et à l'utilisation responsable de ce patrimoine commun, fruit des impôts et redevances des citoyens congolais. La société Transco, par le biais de son directeur général intérimaire Blackson Bongi, s'est dit heureux car la mise en service de ces bus va marquer un tournant décisif dans la modernisation et l'amélioration du système des transports en commun tel qu'évolue par les autorités du pays. On écoute. Vous voyez, c'est la joie. Nous rendons d'abord grâce à Dieu. C'est un grand jour. C'est une symbolique, non seulement parce que ce sont des bus neufs, mais parce que l'investissement qui est réalisé est grandiose. Ça va apporter beaucoup pour les conditions de transport de la population. C'est pourquoi, en remerciant Dieu, nous rendons hommage mérité, hommage vibrant au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que cette action
va réellement régler un grand problème de mobilité à Kinshasa. Vous savez que les élèves vont reprendre l'école, les étudiants à l'université, ça sera un grand besoin et l'investissement vient en point nommé. Voilà la joie que nous avons, la population doit être vraiment contente parce que c'est le début d'un grand projet de modernisation et amélioration du système de transport collectif au pays. Aussitôt que le chef de l'État va nous remettre les clés par le ministre des Transports et Voies de Communication, notre tutelle, nous allons avoir toute la plénitude de l'utilisation de ces autobus. Après sa rencontre avec le comité multisectoriel des ripostes contre le Covid-19, le chef de l'État a décidé de la reprise des cours aux écoles, universités et instituts supérieurs le 22 février prochain. Décision consécutive à l'amélioration de la courbe épidémique de la deuxième vague de cette pandémie en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Le comité sectoriel de lutte contre la pandémie de Covid-19 a examiné le rapport du secrétariat technique. Il apparaît dans ce rapport que les mesures prises par les chefs de l'État en date du 18 décembre 2020 ont porté leurs fruits. Une baisse sensible des cas de contamination a été constatée. Par conséquent, les décisions suivantes ont été prises. 1. La reprise des activités scolaires et académiques sur l'ensemble du territoire national à partir du lundi 22 février 2021. 2. Maintien du couvre-feu sur l'ensemble du territoire national de 21h à 5h du matin. 3. Maintien et renforcement des mesures barrières que tout le monde connaît. Voilà l'essentiel des conclusions auxquelles la réunion de ce jour du comité multisectoriel est arrivé. Le premier citoyen de la République démocratique du Congo a aussi rendu un dernier hommage à l'hôpital du Cinquantenaire à son conseiller en charge de la culture, art et questions religieuses, Jean-Pierre Kabishi, décédé le 2 février 2021. Rachel Foutou était présente. Samedi 13 février 2021, le funérarium à ciel ouvert de l'hôpital du Cinquantenaire connaît une fois de plus un décor particulier. Il s'agit des obsèques de Jean-Pierre Kabeya Kabishi, alias Mfumu Sabata, conseiller du chef de l'État en charge de la culture, art et questions religieuses, décédé inopinément le 2 février 2021. C'est un moment de vive émotion. Amis, membres des familles et connaissances sont dans une consternation totale. La dépouille du conseiller Jean-Pierre Kabeya Kabishi alias Mfumu Sabata a reçu les hommages d'abord de ses membres de famille biologique, de membres du gouvernement, de ses collègues de service à la présidence de la République, en passant par ceux de son parti UDPS qui ont déposé chacun une gerbe de fleurs. Le président de la République, avec son sens d'humanisme, a également fait le déplacement sur le lieu mortuaire pour rendre ses hommages à l'un de ses conseillers qui s'en va pour l'éternité en s'inclinant devant la dépouille de l'illustre disparu. Sur place, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas manqué de consoler la famille éplorée à travers ses salutations chaleureuses. Après l'hôpital du Cinquantenaire, la dépouille du conseiller Mfumu Sabata a pris la direction de la commune de Limete, au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, où il était cadre pour les derniers hommages de la base. Né le 3 décembre 1974 en Bujimaï au Kasaï oriental, Mfumu Sabata était l'aîné d'une famille de 9 enfants, dont 5 filles et 4 garçons.
Diplômé en arts plastiques à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, il était un artiste et peintre de talent, chanteur et guitariste. Au chapitre de la diplomatie, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza, était porteuse du message du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ses homologues du Mozambique, de l'Afrique du Sud et de l'Angola, et ce, dans le cadre du renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et ses 3 pays membres de la SADC. Des précisions avec Gina Wabiwa. En vue de renforcer les relations diplomatiques dans la région d'Afrique centrale et australe, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Marie Toumba-Nzeza a entrepris une tournée diplomatique qui l'a conduite respectivement au Mozambique, en Afrique du Sud et en Angola. Du 11 au 13 février, la patronne des Affaires étrangères Marie Toumba-Nzeza a porté les messages du chef de l'État, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, à ses homologues Philippe Nyusi du Mozambique, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et Joao Lourenço de l'Angola. C'est au Mozambique que l'envoyé spécial de Félix-Antoine Tshisekedi a entamé sa mission. Je suis venu voir le président Philippe Nyusi, président du Mozambique, parce que pour le moment, il est le président de la SADC, notre organisation sous-régionale, et que nous, depuis peu, comme vous le savez, nous sommes à la tête de l'Union africaine pour 1 an. Nous avions donc des choses à nous dire à ce sujet. Le président de la SADC et nous, l'Union africaine, son frère, le président Félix Tshisekedi, a estimé qu'il était bon que je vienne par ici pour le rencontrer et pour lui donner un message, et je lui ai donné le message. Juste après, suivra l'étape de l'Afrique du Sud. Ici, Marie Toumba-Nzeza est reçue par Naledi Pandor, ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération. Les 2 personnalités gardent encore de bons souvenirs du dernier tête-à-tête de novembre 2020. Après l'Afrique du Sud, Marie Toumba-Nzeza s'envole pour l'Angola, qui constitue la dernière étape de cette mission officielle. La chef de la diplomatie congolaise porte encore avec elle les messages du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à son homologue Joao Lourenço. C'est samedi 13 février en début d'après-midi. L'objectif étant la consolidation de la paix et le développement durable de l'Afrique. Les membres de la communauté économique des pays de l'Afrique centrale doivent prévenir des problèmes de contrebande, de fraude, terrorisme et autres au lieu de subir les conséquences des retombées du séminaire sous-régional organisé par le Collège des hautes études des stratégies et défense, assise clôturée par le ministre de la Défense nationale, Aimé Ngoï Moukena. Jojo Nzibou Kapoulou. Pendant 2 jours, des éminents professeurs venus des divers horizons ont apporté leur contribution intellectuelle au séminaire sous-régional organisé par le Collège des hautes études des stratégies et des défenses, CHESD, à travers le département d'études doctrinales et des recherches stratégiques. Placé sous le thème « La réforme de la CEAC entendait communauté économique des États d'Afrique centrale, quelle pensée stratégique de paix, de sécurité et d'intégration sur l'Afrique centrale ». Ce séminaire sous-régional constitué de 5 panels, à savoir l'intégration des économies de la sous-région, la diversification de l'économie en termes des finances publiques, l'importance de travailler en commun pour le bien-être de l'économie sociale et sécuritaire dans la sous-région, la lutte contre l'insécurité dans la sous-région par l'anticipation et la prévention de menaces sécuritaires. Tout comme à l'ouverture de l'année académique du CHESD de 2021-2022, c'est le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le professeur Aimé Ngoï Moukena, qui a, au nom du président de la République, clôturé ce rendez-vous de haute facture scientifique. Des éminents intervenants et conférenciers ont planché sur plusieurs thématiques dans l'objectif d'aider et d'analyser à comprendre la problématique de la restructuration et de l'environnement stratégique de la CEAC pour faire face aux défis et menaces dans la sous-région. Au nom de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des FARDC et président en exercice de l'Union africaine, je déclare clos les travaux du séminaire sous-régional sur la réforme de la CEAC. Je vous félicite et je vous remercie.
Signalons que dans quelques mois, c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, procédera à la clôture de l'année académique du Collège des hautes études de stratégie et de défense, CHESD, avec la remise des diplômes aux récipiendaires. C'est sous les thèmes Nouveau Monde, Nouvelle Radio que le monde a célébré aujourd'hui la journée de la radio. À l'occasion, le ministre des Médias, Jolino Makelele, a fait ses messages suivants. Mesdames et messieurs, c'est ainsi l'occasion pour l'ensemble de l'humanité de rendre hommage à ce puissant média qui contribue aujourd'hui encore à la promotion d'un monde meilleur, plus solidaire et de plus en plus connecté. Il s'agit également de célébrer un moyen de communication qui touche le plus large public dans le monde. Comme l'on peut s'en rendre compte, la radio est un moyen de communication particulièrement adapté pour toucher les communautés isolées et les personnes vulnérables et qui donne à tous, quel que soit le niveau d'instruction, la possibilité de participer au débat public. Aujourd'hui, alors que le monde entier est frappé par les méfaits de la pandémie de la Covid-19, la radio, encore et toujours elle, qui a joué à travers les époques le rôle central pour faire face aux urgences et dans l'organisation des secours après une catastrophe, la radio donc joue aujourd'hui un rôle pédagogique appréciable en donnant la bonne information face aux fake news, distillées essentiellement par les réseaux sociaux, mais aussi en faisant la promotion des gestes barrières. Et pour trouver les voies et moyens d'améliorer la desserte en eau et en électricité dans les Kasaï centrales, le ministre des Ressources hydrauliques est en séjour de travail dans cette province. Sur place, Eustache Mouanzi Moubembe a visité les installations de la Régie des eaux et de la SNEL. On fait le point avec notre envoyé spécial, Mireille Ndeke. C'est dans les soucis de s'imprégner de réalités sur terrain que le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, maître Eustache Mouanzi Moubembe, a visité les installations de la SNEL ainsi que celles de la Régie des eaux le vendredi 12 février 2021. Arrivé sur place, le patron de l'énergie en RDC, Eustache Mouanzi, s'est fait une idée précise sur le fonctionnement de ces deux entreprises commerciales de l'État. S'il est vrai que la SNEL vient d'acquérir 3 nouveaux groupes électrogènes de 800 kVA, chacun non encore utilisé, et qui vont à coup sûr améliorer ses services en faveur de sa clientèle, la Régie des eaux, elle, de son côté, souffre le martyre en produisant un service minimum. La plupart de ces machines devront servir au captage, au traitement et à la distribution d'eau potable sont en arrêt, en attendant un courant fort et stable qui leur viendrait logiquement de la SNEL. Après ces tableaux sombres de la Régie des eaux Kananga, les membres du gouvernement ont réitéré son engagement à trouver des solutions idoines dans un bref délai. Les sites visités sur la rivière Chibashi à l'ouest et à l'est sont de nature à accueillir des microcentrales capables de donner de l'électricité à la population. Je suis content de savoir que notre province, notre ville, a des sites importants qui regorgent de potentialités énergétiques, des potentialités qui ne demandent pas en principe beaucoup de moyens, où nous pouvons construire de microcentrales qui nous permettent d'avoir de l'énergie, de l'électricité pour répondre aux besoins de la province, aux besoins de la ville. Et en attendant, de gros ouvrages comme le Grand Katende, que nous aurons l'occasion de visiter demain, en vue d'en faire l'évaluation pour une reprise des travaux de construction. De son côté, le gouverneur de Provence, Tarsis Kabatousuila Mouyamba, s'est réjoui de l'implication du ministre d'État dans la recherche de solutions dans les secteurs de l'eau et de l'électricité, ce qui pourra booster le développement de sa municipalité.
Ils étaient jadis auteurs des scènes de violence inimaginables qui laissaient parfois la communauté sans voix. Mais aujourd'hui, ils ont tendu l'oreille au député national Jean-Marie Lukulassi et ont accepté d'arrêter cette pratique communément appelée Kuluna. Ces bandits des deux camps opposés de la commune de Barumbu ont décidé d'enterrer la hache des guerres et de devenir médiateurs des quartiers chauds, mais aussi d'intégrer le centre de désintoxication. Témoin de l'événement, Sandra Niagitambo. Parfois, le dialogue peut régler des cas d'apparence insolubles. Deux factions rivales de Kuluna se sont mises ensemble pour enterrer la hache de guerre. Très méthodique, l'artisan, l'honorable Jean-Marie Lukulassi, a d'abord échangé séparément avec les leaders de ces deux gangs pour une conscientisation. Après la séquence d'images insoutenables sur la toile, la méthode forte avait été choisie pour régler cette question. C'était sans compter avec l'approche de Jean-Marie Lukulassi. Aujourd'hui, il y a eu une réconciliation entre les deux camps. Je suis très content, ça s'est très bien passé. Et ils ont décidé de tout arrêter et de faire du bien pour la population. Tant que Dieu mettra sa main, ça ira. Le président a un programme d'un centre de rééducation, centre de désintoxication et centre de formation. Et puis après, on aura du boulot pour eux. Les enfants de la cité, ceux des avenues Mukelenge et les enfants du Kambaki au Faza, ces selons ont pourri la vie de plus d'un citoyen par cette délinquance violente, s'affrontant jour et nuit, causant parfois des pertes en vies humaines. Ils sont environ 40, représentant la cité et le camp sous la coordination du G24, dont le président Jean-Marie Lukulassi a reçu mission du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'encadrer cette catégorie de notre jeunesse. Si on est ici, c'est pour nous unir, pour avoir un terrain d'entente entre nous et nos frères, à laquelle il y a une fusillade la fois passée entre les amis de Kanfaza et nous, ceux de la cité de Mukelenge. Là, on est là, il a essayé de faire tout pour nous. On s'est réunis, on le remercie et on remercie le président Fachi pour cette initiative. On est prêt à tout laisser. Avec ce qu'il nous a promis et avec ce qu'ils nous ont donné, nous pensons déjà qu'il y a un avenir devant nous. La lutte contre les Kuluna entreprise par le G24 se poursuit par l'identification volontaire du 20 au 28 février 2021, utilisée comme médiateur des milieux chauds où la délinquance violente sera encore constatée. Le Corps pour la sécurité des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées a reçu la visite du ministre de l'Environnement. Claude Nyamugabo a voulu s'imprégner des conditions de travail de cette structure qui assure la protection de la faune, de la flore et des écosystèmes dans les parcs nationaux. Retour sur les faits avec Lopez Kakouba. La sécurisation de parcs nationaux et réserves naturelles apparentées, mais aussi du personnel travaillant pour cette cause constitue une préoccupation majeure du ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, qui a effectué une descente séjour au Corps pour la sécurisation de parcs nationaux et réserves naturelles apparentées, une structure paramilitaire de l'Institut congolais de la nature. Le ministre a pris un échange avec le général-major Albert Massi Bamba, commandant de ces corps, a effectué un tour dans différents services pour s'imprégner des difficultés vécues d'ordre technique, administratif et financier. Le ministre a visité les quartiers généraux de ces corps qui est en construction et dont les travaux devraient se poursuivre pour permettre une bonne opérationnalisation sur les terrains. La mission du corps PPN consiste à assurer la protection de la faune, de la flore et des écosystèmes dans les parcs nationaux et réserves naturelles apparentées, notamment par la lutte contre les braconnages et toute autre criminalité sur les espèces sauvages. Le ministre Claude Nyamugabo Baziboué leur a assuré du soutien du gouvernement pour une bonne efficacité. Je suis venu me rendre compte des conditions de travail de ce corps qui est très important aux côtés des écogardes. Vous savez que nos aires protégées, nos parcs nationaux sont pour la plupart envahis par des groupes armés. Et c'est pour cela que depuis 2015, ce corps existe aux côtés des écogardes pour les appuyer en logistique. Il est donc important pour moi de passer voir les conditions dans lesquelles travaille ce service, constater les difficultés et en parler au commandant suprême pour que très rapidement ce corps soit opérationnel à travers tout notre pays.
Retenez que ces corps relèvent des ministres ayant dans leurs attributions la défense nationale pour la mise en condition, la dotation en armes et munitions de guerre, la conservation de la nature pour le budget et finances, puis le tourisme pour la formation en guide touristique, la préservation des aspects touristiques et la prise en compte de leurs impératifs. C'est le directeur général de l'ICCN qui assure la coordination et la gestion quotidienne de toutes les activités de ces corps créés en 2015. Le ministre des Actions humanitaires poursuit sa mission dans le province à l'étape des Kananga. Steve Mbikaï a sensibilisé la population sur les idéologies du Front patriotique et a demandé à celle-ci de soutenir les actions du chef de l'État. Suivez. En partance pour Bunia dans la province de l'Ituri, lors de son escale à Kananga, Steve Mbikaï Mabuluki s'est vu obligé d'animer une conférence débat sur la problématique du Front patriotique 2023 dans la province du Kasaï central. C'est Steve Mbikaï qui devrait calmer l'impatience de la population qui attend beaucoup du chef de l'État. Devant les intellectuels de ces coins, il a parlé des objectifs du Front patriotique 2023 qui vise à fédérer autour du président de la République et d'obtenir la majorité parlementaire en 2023 en vue de valider le chemin de la primature. À cette question, la population centre-kassaïenne conditionne le soutien à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023 par la mise sur pied du barrage des Katende, l'amélioration de la desserte en eau potable et surtout la réhabilitation des infrastructures avant 2023. À ces conditions, Steve Mbikaï a d'abord appelé l'ensemble de la population à ne pas être dur et sévère envers le chef de l'État qui, pendant 2 ans, a passé le temps à régler des conflits qu'à gérer les pays. Dans 2 ans, on ne peut pas faire le procès d'un régime. Ne vous découragez pas et ne soyez pas très dur avec votre frère. Si moi, j'ai décidé de sourire comme ça, c'est parce que Fachi a réellement la passion pour la population. Aussi, Steve Mbikaï rappelle que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de tous les Congolais et doit servir toute la population congolaise. Il les a invités à la patience. Après la conférence, les intellectuels ont massivement adhéré au Front patriotique 2023. Steve Mbikaï a aussi inauguré les sièges du Front patriotique 2023 et installé officiellement les comités provinciaux avant de s'envoler pour Bunia. Depuis le 6 février 2021, la République démocratique du Congo assure la présidence tournante de l'Union africaine. Des voix s'élèvent pour saluer cette désignation. Les cas du recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Kishiba Fitoula Gilbert, on l'écoute. Du conseil de l'université de Lubumbashi et de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire du Grand Katanga. Je présente mes vives félicitations au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa désignation comme président de l'Union africaine. Il s'agit d'un événement majeur pour la RDC qui retrouve son rayonnement et son rôle de catalyseur sur la scène africaine. Et c'est un motif de légitime fierté pour l'UNILU et pour les universités de la RDC et pour l'élite congolaise de participer au programme du président de l'Union africaine qui met en exergue la recherche et l'éducation. Je saisis cette occasion pour exprimer au président de la République mes vœux de réussite pour une Afrique intégrée, stable et pacifique, émergente, capable de trouver des solutions innovantes aux problèmes africains pour concrétiser le souhait de l'Afrique que nous voulons édifier grâce aux leviers que sont les arts, la culture, le patrimoine socioculturel, l'économie et le primat de la formation académique, scientifique et scolaire sur la base d'une coopération africaine assumée. Que vive l'intégration africaine, que vive la RDC, que vive l'UNILU.
Je vous remercie. Les techniciens urbanistiques sont en atelier à Kikwit, question d'étudier la problématique des érosions qui rongent cette province et la façon d'en mettre fin. Atelier organisé par le ministère de l'Urbanisme et Habitat. C'est un commentaire d'Éric Kabamba. Avec une superficie de 92 km² et une population estimée à 1 million d'habitants, la ville de Kikwit est dérangée par des têtes d'érosion qui évoluent à grands pas dans presque tout le coin, une situation qui met en mal sa population. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat, à travers le programme de développement urbain, a réuni en urgence tous les techniciens urbanistiques, dont les bureaux d'études d'aménagement et urbain, dans cette même ville pendant 3 jours, pour la restitution des travaux d'études diagnostiques élaborés depuis 2019, afin d'urbaniser cette ville. Au terme de ces assises, il sera question de converger le point de vue des uns et des autres pour le début effectif des travaux d'urbanisation, a fait entendre le coordonnateur du PDU, Lazare Dakaoudjinou. C'est pour moi un honneur de me retrouver devant vous pour le lancement de cet atelier de restitution de la première phase d'élaboration du plan urbain de référence pour cette ville de Kikwit par les BAU. Le ministre provincial de l'Agriculture qui a lancé ces travaux a appelé les participants à un examen minutieux de ces rapports qui permettra de mettre fin aux érosions. J'applaudis aussi pour dire mes remerciements à tous ceux qui ont apporté une contribution de quelque nature que ce soit en vue de la réalisation de travaux qui ont abouti au résultat à restituer au cours de cette année. Cet atelier, qui débouchera par plusieurs recommandations d'urbanisation, pourra certainement mettre fin à ces érosions qui ont causé des dégâts irréparables. C'est aujourd'hui, 13 février, que Gilbert Tchongo Tshibikubula Wantumba a été conduit dans sa dernière demeure au cimetière de la Gombe. Bien avant, ce président honoraire de la FEC et ancien DG de la Régie des Eaux a reçu des hommages mérités à la morgue de la clinique Ngalema, à la Régie des Eaux et à la Fédération des entreprises du Congo. Séverine Pascal Katanda. La Régie des Eaux, la Fédération des entreprises du Congo, sa formation politique, le PPRD, l'Église, sa famille biologique, bref, les Congolais ont rendu un hommage mérité à celui qu'on qualifie de précurseur de l'eau potable en RDC. Un baobab qui est tombé, Gilbert Tchongo Tshibikubula Wantumba. Ce samedi 13 février, après la levée du corps de la clinique Ngalema, le cortège funèbre s'est tout de suite dirigé vers la Fédération des entreprises du Congo où il a reçu les derniers hommages. Le président de la FEC, Albert Yuma, a salué le 2 ans de Gilbert Tchongo à la tête du patronat zaïrois, jadis ANESA, qui a marqué et boosté la suite de cette fédération de manière qualitative et quantitative. Mais la consternation suscitée par cette disparition est à la mesure de la grandeur d'une personnalité que nous avons bien connue. En 2 ans de mandat et toutes ces longues années d'administrateur, en tant que patron de patrons, nombreux sont encore ici présents pour en témoigner. Il a marqué plus d'un et laissé des souvenirs inoubliables dans la mémoire collective des opérateurs économiques de ce pays. De la FEC à la Régie des Eaux, où un grand hommage lui était aussi réservé pour ses adieux. Le directeur général Clément Moubiaï a retracé le parcours élogé d'un grand homme. Gilbert Tchongo a réalisé ce que le grand et grand esprit peuvent réaliser en l'espace d'une vie. À la cathédrale Notre-Dame du Congo, une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire, en présence de plusieurs personnalités du monde politique et des affaires. Ici, le curé célébrant la messe a détaillé le mérite, l'abnégation, le courage de Gilbert Tchongo, s'inspirant du livre de sagesse au chapitre 3, du 1er au 9e verset. Il était juste et ses œuvres vont le suivre jusqu'au-delà. C'est un grand et digne fils du Kasaï qui a fait l'oraison funèbre. Jonas Mukambaka Diatanzemba, un aîné, ami et frère à l'homme qui a battu le record des années à la tête d'une entreprise en RDC par sa capacité managériale et son dévouement. De la messe, le cortège funèbre se dirigeait vers le cimetière de la Gombe où il a été inhumé dans le carré familial. Gilbert Tchongo Tshibikubula Wantumba, un grand homme dont les œuvres témoignent pour lui positivement dans la société.
Et découvrons ce communiqué avant de boucler ce journal. La Banque centrale du Congo informe les publics qu'elle a procédé en date du 30 septembre 2020 au retrait d'agrément de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC SA en sigle, conformément aux dispositions de la loi numéro 003-2002 du 2 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements des crédits, dite loi bancaire, et ce, après avoir subi la mauvaise foi des actionnaires et épuisé toutes les pistes de solutions pour son redressement. Dans ce cadre, la Banque centrale du Congo a confié la mission de liquidation à un cabinet recruté par appel d'offres restreint afin de conduire à la bonne fin et suivant les standards internationaux et nationaux les dits processus dont l'objectif est de préserver la confiance de la population dans les institutions financières agréées, notamment en protégeant l'épargne du public. Cependant, les actionnaires de la BIAC dissoute entravent d'une part la mission de liquidation de cette banque, d'autre part participent de manière active sans aucune procédure formelle et transparente à l'installation de messieurs Jean-Pierre Funguswami, vice-président de l'Ordre national d'experts comptables au Congo, ONEC en sigle, en qualité de gestionnaire du patrimoine de la banque liquidée, rôle sans fondement légal. À cet effet, la Banque centrale du Congo tient à alerter l'opinion publique sur la validité des actes posés par les prétendus gestionnaires du patrimoine de la BIAC SA en liquidation et invite le public à la prudence car l'intéressé s'attelle à accompagner des personnes malveillantes auteurs des actes de fraude et de mauvaise gestion ayant conduit à la faillite de la banque en liquidation et par ailleurs déférés devant les cours et tribunaux par l'autorité des régulations et des contrôles. Enfin, la Banque centrale du Congo convie les publics en général et les anciens clients, travailleurs et autres tierces engagés dans la BIAC SA liquidés à la sérénité en les rassurant que tous les efforts sont mis en œuvre pour garantir leurs intérêts sans faille au gré de l'aboutissement des démarches et procédures en cours conformément à la loi bancaire. C'est un communiqué signé de Gracias Mutombo Mwananyimbo, gouverneur de la Banque centrale. Et c'est par ces communiqués que nous bouclons ces journaux de partout où vous nous avez suivis. Merci de rester fidèles à la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir et bonne suite des programmes sur la télévision nationale.